Monsieur Besson, alors que la presse occidentale annonce l'imminente inculpation de certains dirigeants du Hezbollah libanais par le tribunal spécial pour le Liban, une autre thèse apparaît, une autre thèse qui remet totalement en cause l'enquête réalisée par les Nations Unies. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Eh bien, il s'agit d'abord d'une série d'observations sur la scène du crime. On constate beaucoup d'anomalies qui montrent qu'il ne s'agit pas d'une explosion classique. Par exemple, les corps sont totalement calcinés d'un côté et sont intacts de l'autre. Des choses comme ça qui sont aisément observables sur les photos et les vidéos disponibles pour tout un chacun de cet événement. Et il se trouve que les autopsies n'ont pas été faites par la Commission des Nations Unies. Alors, nous sommes en face d'un cas très particulier. On avait nommé une commission d'enquête de l'ONU parce qu'on pensait que les policiers et les magistrats libanais n'étaient pas assez compétents et n'avaient pas assez de moyens pour faire toutes ces investigations. Et en fait, les enquêteurs de l'ONU n'ont rien fait de ce que l'on attendait d'eux. Et ils sont partis tout de suite sur une fausse piste, la fameuse théorie de la camionnette piégée, qui désormais ne peut plus tenir du tout au regard de ces nouvelles révélations. C'est sûr que c'est écarté. Et puis au regard aussi du fait que le tribunal spécial pour le Liban a réalisé le mois dernier une reconstitution de cet événement et, semble-t-il, n'a pas été capable de démontrer la possibilité de la théorie de la camionnette piégée. Donc si on abandonne cette théorie, on doit rentrer tout à fait dans d'autres hypothèses, comment l'attentat a été réalisé. Et donc là, l'élément nouveau nous apprend que le modus operandi suppose l'usage d'une arme particulière qui, en 2005, était simplement en possession de l'Allemagne. Donc là, on ne parle plus du Hezbollah, on parle de l'implication d'un État allié des États-Unis et d'Israël dans l'assassinat du président Hariri. Monsieur Mason, c'est vrai, vous dites que l'Allemagne était en fait de l'allié des États-Unis également du régime israélien. Vous parlez en fait d'une implication allemande dans cette affaire. Mais quel était l'intérêt des Allemands pour assassiner l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri ou bien pour y être impliqué? Alors, l'intérêt stratégique de l'Allemagne dans cette affaire, il n'y en a aucun. Si ça a été fait par l'Allemagne, c'est au détriment même du peuple allemand. Mais par contre, l'intérêt, si on regarde en termes d'alliance, ça c'est autre chose. L'Allemagne s'est lancée, enfin, d'abord il faut rappeler que l'Allemagne a une alliance avec les États-Unis particulière depuis 1945, l'occupation du pays, puis les traités secrets qui ont été signés entre les deux pays à ce moment-là, et à nouveau des traités secrets militaires qui ont été signés entre les deux pays lorsque l'occupation militaire de l'Allemagne a pris fin au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Deuxièmement, l'Allemagne s'est engagée, ça de manière plus récente, dans une alliance militaire avec l'État d'Israël, au point d'avoir tenu 2 conseils des ministres communs du gouvernement Netanyahou et du gouvernement Merkel, le premier à Jérusalem, le deuxième à Berlin. Et à chaque fois, tous les ministres étaient réunis ensemble dans la même pièce pour discuter de la gestion commune de leurs 2 pays. C'est un exemple unique dans l'histoire. Donc c'est une étroitesse dans les relations qui n'a pas d'équivalent. Donc maintenant, chacun doit être bien clair. Israël et l'Allemagne sont les 2 alliés les plus proches des États-Unis et ils travaillent ensemble pour réaliser les mauvais coups que souhaite cet ensemble-là. Monsieur Mason, dans votre article, vous parlez, par exemple, s'agissant de cette enquête mise en place par l'ONU, vous parlez du fait que la responsabilité de cette enquête aussi a été confiée dans un premier abord aux Allemands, et vous parlez également du fait que cette enquête était basée sur des faux témoignages. Pourriez nous en parler, s'il vous plaît?
Alors, la question des faux témoignages, elle est maintenant largement connue, puisqu'il y avait 5 témoins principaux qui ont servi de base à toute la théorie selon laquelle ce serait le président Bachar el-Assad de Syrie et le président Émile Lahoud du Liban qui auraient commandité cet attentat. Et pendant plus d'une année, on a même entendu la possibilité d'une guerre contre la Syrie à cause de ça. Or, tous ces témoignages sont partis en fumée, on a démontré que c'était de faux témoins, que c'était pas du tout crédible, et pourtant, le tribunal a continué à travailler avec certains des éléments apportés par ces faux témoins. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans l'enquête dont vous parlez, je révèle que le procureur Mélis, qui était le premier responsable de l'enquête onusienne, a personnellement falsifié un échantillon du sol du lieu du crime pour qu'on y trouve un explosif. Et on peut démontrer cette falsification, hein, c'était très simple, puisque selon la procédure, on avait 3 bocaux dans lesquels on avait installé ces échantillons, et 3 bocaux parce que si les expertises sont différentes, évidemment c'est l'opinion majoritaire qui l'emporte. Et là, il y a 2 bocaux qui ont été analysés à des endroits différents et transmis par des enquêteurs différents. Et puis le 3e bocal, c'est M. Mélis qui l'a transmis. C'est dans celui-là qu'on a trouvé l'explosif qui permettait de construire la théorie de la camionnette piégée. Or, cette théorie vient d'être invalidée, donc nous savons qu'il ne pouvait pas y avoir cet explosif-là. Et contrairement à la procédure, M. Mélis n'a pris en considération que l'expertise qu'il avait ordonnée et a écarté les 2 autres expertises, pourtant majoritaires, qui disaient qu'il avait tort.